Je vais essayer d'être à la hauteur. En plus, l'horaire n'est pas facile, vous m'en excuserez, ce n'est pas moi qui ai choisi. Midi, je vais essayer de ne pas vous endormir complètement. Alors, je remercie déjà Alain et Emmanuel de m'offrir l'occasion aujourd'hui de m'exprimer et d'échanger avec vous surtout sur un sujet qui me tient à cœur. Parce que ça fait maintenant plus de 15 ans que je travaille quasiment essentiellement sur le patrimoine religieux, donc dans le service de Marceline Brunet. Et je dois dire que j'ai toujours autant de plaisir à faire mon boulot et que je n'ai pas l'impression d'en avoir fait le tour. Donc je souhaiterais tout d'abord peut-être rappeler quelques éléments de contexte national. Jean-François Hébert en a dit 2 mots, mais je vais peut-être un peu approfondir parce qu'il me semble vraiment symptomatique de l'actualité du patrimoine religieux. Et puis ensuite, je témoignerai à la demande d'Alain Besky de notre expérience en région Sud et de la manière dont on étudie le patrimoine religieux dans notre région et essayer d'échanger ensuite avec vous pour voir ce qui peut se pratiquer dans les différentes régions. Alors, le premier élément, évidemment, d'actualité est le fameux rapport Ouzoulias, qui a un peu fait grincer des dents, enfin en tout cas chez nous, dont vous avez le titre particulièrement bien trouvé qui s'affiche à l'écran. Le rapport a été fait par les Pierre Ouzoulias et Anne Ventalon au nom de la Commission Culture du Sénat. Et je cite, « Suite aux sollicitations des maires désemparés face à la dégradation de leur patrimoine religieux, c'est une mission de contrôle visant à faire la lumière sur l'état du patrimoine religieux, les menaces qui pèsent sur sa préservation et les moyens de contribuer à sa sauvegarde. » Alors, effectivement, je pense qu'on le constate tous les jours, les élus, et tout particulièrement les maires, sont un peu étranglés par la gestion de leur patrimoine. Alors, religieux, disons peut-être tout de suite que c'est quand même majoritairement de patrimoine catholique dont il est question ici. Et j'aimerais quand même noter, alors je vous conseille la lecture, alors peut-être pas de la version intégrale, il existe une version abrégée qui me semble suffisante pour saisir la teneur du rapport. Il faut souligner quand même qu'ils ont auditionné beaucoup de monde pour établir ce rapport, qu'ils ont sollicité la direction des patrimoines, mais à ma connaissance, pas directement la mission, mais ce sera peut-être complété par les collègues, et puis qu'ils ont sollicité, par exemple, l'Observatoire du patrimoine religieux, mais à ma connaissance également, aucun des services régionaux d'inventaire. On en arrive donc probablement logiquement à la recommandation numéro 1 que je vous lis. Le rapport propose une opération nationale d'inventaire du patrimoine religieux permettant de disposer d'une cartographie précise de ce patrimoine sur l'ensemble du territoire à l'horizon 2030. Ajoutant, ne ricanez pas Marceline, que même si l'inventaire général du patrimoine culturel a été décentralisé au niveau des régions, l'État conserve la possibilité de réaliser des opérations au plan national. Le recours à cette faculté apparaît, dans le cadre du patrimoine religieux, pertinent d'un point de vue scientifique, pour garantir une photographie complète de ce patrimoine et en tirer des conclusions pertinentes pour l'adaptation éventuelle des politiques publiques. Bon. Alors, légalement, évidemment, l'État a tout à fait la possibilité de lancer un inventaire national. Maintenant, si on considère le contexte administratif et budgétaire, on se demande si ce n'est pas un peu hors sol. Et ensuite, quand on lit ça, on se dit, mais je ne sais pas, l'inventaire existe encore, les services régionaux existent encore, on n'a pas été détourné de nos missions, et je vais essayer de vous montrer qu'on travaille toujours sur le patrimoine religieux. Donc, la question est, pourquoi ne pas tirer parti de l'existant et des bases nationales qui sont déjà bien fournies, je crois, par nous tous ici, et pourquoi ne pas tirer parti non plus de nombreux services qui travaillent et continuent à travailler, même si c'est dans les conseils régionaux. Le deuxième élément d'actualité, Jean-François Hébert l'a évoqué également, ce sont les états généraux du patrimoine religieux dont les résultats ont été présentés le 18 novembre au siège de la Conférence des évêques de France. Alors, l'enquête a été lancée, donc là c'est l'Église avec un grand E, bien sûr. L'enquête a été lancée par la conférence il y a 15 mois, en septembre 2023, par l'envoi de ce questionnaire auprès des diocèses métropolitains, et à peu près 87 ont répondu sur 94. Alors, il se trouve que je suis par ailleurs membre d'une commission diocésaine d'art sacré, donc je l'ai eu entre les mains. Et c'est assez rigolo parce que pour ceux qui travaillent sur le patrimoine religieux, on a un peu l'impression de voir, vous savez, les questionnaires sur l'état des paroisses des années 1840
que l'on envoyait justement dans la même démarche au diocèse. Donc quelques chiffres ressortent de cette enquête, plus de 40 000 édifices de propriété communale, 2145 de propriété diocésaine. L'objectif était pour l'Église de mettre à jour les chiffres de 2016, à la fois sur l'état des édifices, leur éventuelle désaffectation, leur fermeture, les constructions éventuelles. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà des chiffres qui ont pu être donnés, la Conférence des évêques de France et les rapporteurs ont publié un certain nombre de documents, dont celui que vous avez sous les yeux, qui est le guide du mécénat du patrimoine religieux, qui a été remis à notre cher ministre et qui sera envoyé au maire de France. Et là, le guide est intéressant lui-même. Il y a toutes les procédures qui peuvent être décrites pour sauvegarder le patrimoine, le restaurer. On cite des associations de référence du type Fondation du patrimoine, Sauvegarde de l'art français, les chantiers du cardinal à Paris, ou des prix type le prix des VMF, le Pèlerin, etc. On parlait tout à l'heure de la visibilité, aucun mot des éventuelles subventions qui peuvent être données par les collectivités régionales. Et je terminerai peut-être par le mot de Monseigneur Éric de Moulin de Beaufort, qui est le président de la CEF, et qui, dans son discours de clôture, indique le rapport des sénateurs Pierre Ouzoulias et Anne Ventalon, que je remercie d'être présents ce soir, remis le 6 juillet 2022, avait demandé un inventaire du patrimoine religieux. Nous l'avons fait. Bon. Très bien. Alors, voilà, je crois que... Mais malgré tout, je vais vous montrer qu'on travaille quand même encore un peu sur le patrimoine religieux et qu'il reste 3 bricoles, comme ça, au fond des placards, à faire. Alors, petite séquence nostalgie pour commencer. Notre guide de l'inventaire topo de 91, qui, dans le chapitre sur l'enquête sur les objets mobiliers, indique et rappelle que dans le cadre des enquêtes d'inventaire topographique, l'étude des objets mobiliers portant en priorité sur la propriété publique non gardée, la majeure partie des œuvres inventoriées se trouve dans les édifices religieux. Bien entendu, on le sait tous, dans le cadre du topo, la propriété communale des objets mobiliers indique que l'essentiel est du patrimoine religieux. Alors, cet inventaire topo est, me semble-t-il, traité de manière un peu différente dans les régions. Dans le service de Marceline, on a une politique de spécialisation des chercheurs ou des chargés d'études. Alors, je ne sais plus très bien ce qu'il faut dire, mais je ne savais pas qu'on disait chargés d'études, mais si vous voulez. Qui fait que nous sommes 2 chercheurs patrimoine religieux. Et dans le cadre du topo, nous intervenons pour faire notre part sur l'enquête topographique, tandis que le chercheur patrimoine rural fait la sienne, et puis le chercheur patrimoine industriel, etc. On avait eu l'occasion avec Caroline d'en parler devant tout le monde il y a quelques années. Je ne sais pas comment ça se passe dans vos régions, peut-être vous nous en direz 2 mots. Et puis, peut-être vous citer quelques chiffres aussi, toujours pour vous montrer qu'on travaille quand même sur le patrimoine religieux. Nous avons dans notre chère Gertrude plus de 16 000 dossiers objets mobiliers et 2 000 dossiers architecture patrimoine religieux. Donc voilà, on a quand même un petit peu travaillé. Et puis, rappeler aussi, avant de passer à la chaîne patrimoniale, que l'inventaire du patrimoine religieux fait aussi partie de facto de certaines thématiques nationales, au premier rang desquelles l'orfèvrerie ou le vitrail, évidemment, qui ont été lancées dès les débuts de l'inventaire. Et puis, c'est aujourd'hui véritablement, le patrimoine religieux est véritablement un inventaire thématique aujourd'hui, et notamment depuis la décentralisation. Puisque nous nous sommes rapprochés des collectivités, nous nous sommes rapprochés des élus, le plus souvent des maires. Alors, on l'a dit, et le rapport Ouzoulias avait raison là-dessus, ils ont vraiment du mal à gérer leur patrimoine religieux, qui en général est pléthorique, souvent en mauvais état, dont le coût de remise en état est élevé, et en plus très mal connu. Et là-dessus, on parlait tout à l'heure de comment on était vu, mais moi j'ai parfois l'impression, en arrivant sur le terrain, d'arriver finalement un peu comme le Messie, parce qu'on arrive avec beaucoup de choses dans notre besace. La première chose que l'on a, c'est notre outil Gertrude, qui est un outil pour faire l'inventaire à coût 0, puisqu'il n'y a pas d'achat de base de données, pas d'achat de logiciel, pas de coût de maintenance, pas de coût de sauvegarde. Il faut juste une très bonne gestionnaire comme notre Rachida dans le service que sans doute beaucoup d'entre vous connaissent. Mais l'outil lui-même est gratuit pour les maires. Et puis, une fois que l'inventaire exhaustif est fait, ça reste, malgré tout, une réponse idéale à l'inquiétude gestionnaire des élus et des maires au premier chef.
puisque ça va être le premier maillon d'une chaîne patrimoniale qui peut être très large. Alors évidemment, de gestion, récolement, conservation préventive, de valorisation. On a parlé beaucoup des documents d'urbanisme. Et puis, dans le cadre de notre région, à notre arrivée à la décentralisation, Marceline Brunet a mis en place, fait voter un cadre d'intervention particulièrement efficace. On parlait des subventions, et c'est vrai que c'est le dernier maillon un petit peu d'une chaîne patrimoniale étendue, qui fait que, dans le cadre du patrimoine religieux, par exemple, on peut subventionner des travaux jusqu'à 30 ou 40% pour l'architecture ou 80% pour les objets mobiliers. Donc vous comprenez bien que les élus sont particulièrement intéressés par notre travail et que notre visibilité ne fait que croître. Et c'est ce que je vais vous montrer en vous détaillant quelques éléments, quelques exemples d'opérations dans la région. Alors, sous le contrôle de ma chef de service, donc je vais essayer de ne pas dire trop d'âneries. Alors, plusieurs opérations en partenariat. Le département de Vaucluse est particulièrement riche en inventaire du patrimoine religieux. Les chiffres que vous avez sous les yeux, en plus, sont un peu en deçà de la réalité, puisqu'ils datent de 2023. Première opération, peut-être la seule opération que nous avions avec un département de Vaucluse depuis 2015, en prestation. Alors là aussi, je suis curieuse de vos retours sur la manière que vous avez éventuellement de gérer les partenariats et les prestations, parce que nous avons quand même une gestion assez serrée des prestataires en matière de respect de la méthode, de suivi scientifique, de formation à l'outil. Donc le département de Vaucluse a lancé cette opération sur des petites communes, c'était vraiment l'objectif, moins de 3500 habitants, pour les aider à connaître et puis à sauvegarder leur patrimoine. On a aujourd'hui plus de 1000 dossiers en ligne et plus de 15 communes qui ont été étudiées. Autre exemple, toujours dans le Vaucluse, le mobilier de l'ancienne cathédrale d'Apt. Alors, dans le Vaucluse, enfin, dans l'ancien comtat vénétien, il y avait beaucoup de diocèses qui ont disparu à la Révolution au profit de celui d'Avignon. Donc, on a quand même une richesse du patrimoine religieux important avec des gros édifices, notamment les anciennes cathédrales, comme Apt. Là, c'était une demande de la ville qui a lieu depuis 2021 et également en prestation. Plus de 300 dossiers objets ouverts sur ce seul édifice. Et là, l'objectif, pour le coup, était complètement différent. C'est quasiment un chantier des collections, si vous me passez l'expression ici à l'inventaire, avec une volonté d'opération de récollement global du mobilier, parce que la ville ne savait plus du tout où elle en était, ce qu'elle possédait, ce qu'il y avait dans la cathédrale, avec éventuellement en plus une ouverture possible, une réouverture possible et une nouvelle muséographie du trésor qui est pour l'instant complètement en déshérence. Autre exemple, la ville d'Aix-en-Provence, qui nous a sollicité également et dont on démarre l'inventaire cette année. La même logique, un peu CAPT, mais à l'échelle bien plus importante. La ville d'Aix-en-Provence est une ville extrêmement riche, enfin tout court d'ailleurs, mais aussi en patrimoine religieux et de nombreux édifices. Et il se trouve que les édifices ont pu être fermés, faire l'objet de nombreux travaux. Les objets ont été déplacés. Parfois, et c'est quand même assez rare, dans des réserves externalisées. Donc, ils sont un peu paumés sur leur patrimoine religieux. Et là, vraiment, l'idée, c'est de faire un récollement global et puis ensuite une éventuelle mise en valeur. Mais là, vraiment, c'était cet outil de récollement et ensuite, éventuellement, oui, c'est vrai, extension des protections MH. Deux autres types d'exemples, que là, c'est ma collègue Aurélie Bonan qui suit ces opérations, qui sont des opérations avec les pays d'arrêt d'histoire, uniquement sur l'architecture religieuse. Ici, l'exemple de Serponçon. Objectif encore différent, c'est pour ça que je vous présente un peu toutes ces opérations, parce qu'on s'aperçoit que les demandes qui émanent des collectivités ont toujours des finalités différentes. Ici, c'est dans le cadre du label Pays d'arrêt d'histoire. L'idée est d'avoir vraiment une base documentaire pour les guides conférenciers, pour pouvoir valoriser ce patrimoine. Et puis, notre quotidien à tous, là je pense que ces photos parleront. L'inventaire du patrimoine religieux, c'est aussi des opérations ponctuelles, parfois d'urgence.
Sur votre gauche, une chapelle extraordinaire par son décor, un décor assez homogène du XVIIe, de gypseries, de tableaux, enfin vraiment très chouette. Mais chapelle du diocèse, sans moyens, avec des problèmes de structure énormes, c'est-à-dire que la chapelle est en passe de s'écrouler avec 2 locataires qui habitent au-dessus, enfin bon, vraiment une situation un peu désastreuse. Donc, opération d'urgence, on les accompagne à la fois dans l'étude, puis dans les travaux. Et à droite, un autre exemple à Marseille, complètement différent, un ensemble conventuel de sœurs qui avaient un foyer de jeunes filles, non protégées, une chapelle néogothique probablement dessinée par l'abbé Pougnier, avec une commande très homogène 19e, évidemment pas protégée. Et voilà. Et donc ça a été vendu, parce que voilà, il y a eu autorisation directement de Rome pour vendre l'ensemble, et vendu à une entreprise privée de co-living. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce terme, moi je l'ai découvert. Donc c'est en fait des appartements qui vont être créés dans cet ensemble pour des bobos parisiens qui viennent travailler à Marseille. Et on ne sait absolument pas ce que va devenir ce mobilier. Donc opération d'urgence, cette fois-ci de connaissance, et malheureusement qui ne pourra pas être suivie d'une protection MH, c'est trop tard. Et puis, puisqu'on parle du patrimoine religieux, on doit aussi avouer que parfois, malgré ces belles réussites quand même, on a des opérations qui capotent. Par exemple, l'inventaire de la ville de Marseille. Là, c'est la ville qui avait sollicité Marceline, enfin qui avait sollicité le service, dans la même logique que la ville d'Aix, pour connaître leur patrimoine. Et malheureusement, à ma connaissance, pour l'instant, l'opération est toujours dans les cartons pour des raisons clairement politiques, d'incompatibilité de bord entre la ville et la région. Voilà. Je reviendrai sur cet aspect politique qui est assez prégnant sur l'étude du patrimoine religieux. Et puis, un autre exemple d'opération qui est en cours, qui me tient à cœur, mais qu'on a du mal à mettre en œuvre, et là, je pense qu'on va pouvoir échanger sur le sujet, c'est l'inventaire de la cathédrale État, donc d'Avignon. Il avait été envisagé une convention tripartite, région, État, diocèse, parce qu'en fait, la chargée d'inventaire aurait été à la fois CAOA et déléguée épiscopale au Trésor. Malheureusement, on a du mal à mener à bout cette opération qui pourtant a tous les éléments pour réussir, pour des questions, alors on ne va pas dire de querelle de clocher, ça serait malvenu, mais disons des raisons administratives. Quelle référence doit-on mettre? Référence MH, référence inventaire. Or, l'outil Gertrude ne permet pas d'avoir 2 références. De questions de droit des photos, voilà. Donc c'est vrai que je serais curieuse de savoir si vous, dans vos régions, vous avez réussi à mettre en place des conventions avec les CAOA et comment ça se passe chez vous. Parce que je rappelle la recommandation numéro 2 du rapport Ouzoulias, qui décidément est particulièrement brillant, doter les CAOA d'une base de données interopérable avec celle des services de l'inventaire en région. Okay. Alors, quand on sait comme la base objet fonctionne bien, on se dit que c'est chouette de mettre une nouvelle base de données. Et on se demande à nouveau, mais pourquoi ne pas utiliser l'existant, c'est-à-dire notre outil qui est libre de droit, pourquoi ne pas conventionner? Alors, l'inventaire du patrimoine religieux, c'est aussi la collaboration avec d'autres institutions et puis de nombreuses restitutions. Un exemple ici, j'espère que vous avez eu l'occasion de la voir, l'expo Jean d'Arrêt qui a eu lieu au musée Granet, où nos photographes ont été merveilleusement mis à contribution. Et puis également un autre exemple d'une expo d'art sacré qui a lieu tous les étés dans les Alpes de Haute-Provence avec les archives départementales. En termes de publication, évidemment, les articles en ligne, je cite ici notre collègue Jean-Philippe Maisonnave de Nouvelle-Aquitaine qui publie régulièrement des articles toujours très intéressants. J'ai plus que 5 minutes, d'accord, je me dépêche. Et puis, en termes de publication aussi, le dernier né du service, les parcours, mais surtout l'image qui vient de sortir, que je n'ai pas encore eu le temps de regarder, mais que j'attends avec impatience dans le service. Et évidemment, le bébé en gestation, mais qui normalement devrait voir le jour bientôt. Isabelle vous en dira peut-être 2 mots. Le très beau projet du nouveau volume aux éditions du patrimoine sur le catholicisme. Donc nous sommes plusieurs collègues à contribuer sous la direction efficace d'Isabelle Duhaut. Et grâce à elle, on va sans doute arriver à sortir cette publication qui, je pense, va être très utile, et ça a été une aventure extraordinaire d'y participer.
Et donc, je conclus à peu près dans les temps. Alors, j'ai mis quelques idées de débat parce que, alors, le premier élément peut-être, c'est la part du politique dont je vous parlais tout à l'heure avec cette opération avortée à Marseille. C'est vrai que je me souviens quand on a été décentralisé, il y a eu une espèce de reflux de l'étude du patrimoine religieux dans les régions. On s'est un peu demandé pourquoi. Donc, qu'en est-il aujourd'hui dans vos services ? Chez nous, vous l'avez vu, il y a un véritable engouement pour l'étude du patrimoine religieux. Alors, est-ce que c'est propre à notre région? Est-ce que c'est parce que, plus généralement, le bord politique des régions a changé? Est-ce que c'est parce que les élus locaux qui ont besoin de cette étude commencent à réagir et on commence à être visible au moins auprès d'eux? Qu'en est-il chez vous, donc? Il y a quand même une inquiétude aussi dans ce que j'entends ce matin sur la persistance de la méthodologie. Est-ce que vous arrivez toujours à travailler efficacement, scientifiquement, correctement sur le patrimoine religieux? Et puis, je vous ai mis ça un peu à la manière d'un combat de catch là, avec le versus IGPC versus Observatoire du patrimoine religieux. Je trouve que cet Observatoire du patrimoine religieux est, lui, pour le coup, de plus en plus visible. On en entend de plus en plus parler. Et là encore, il y a une proposition de loi, me semble-t-il, oui, voilà, qui va être discutée sur le patrimoine rural le 19 décembre. Et quand il est évidemment donc question du patrimoine religieux. Et le sénateur qui va être le rapporteur dit qu'il a repris les données de l'Observatoire du patrimoine religieux ou de l'Institut Pèlerin, mais il ne mentionne à nouveau pas les services régionaux d'inventaire. Donc, toujours cette question de la visibilité. Le dernier, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez consulté le dernier numéro de la revue de l'INP, Patrimoine religieux, sauvegarde de l'art français, fondation du patrimoine, inventaire. Voilà. Autre question nous concernant, c'est peut-être la question des formations. Il y a Francis Muel et Catherine Arminjon qui sont là aujourd'hui, qui sont quand même les tenants de la formation orfèvrerie, dont on essaye de prendre la suite avec Emmanuel Luis, mais vous avez peut-être des besoins, parce qu'il y a quand même une époque où on avait beaucoup plus de formations en patrimoine religieux qu'aujourd'hui. Donc il y a peut-être des propositions à faire sur ce sujet. Et enfin, pour terminer cette présentation et peut-être ouvrir le débat, poser la question d'un groupe de travail. Moi, je serais vraiment... Je pense qu'on a des outils maintenant, Jean nous en parlera, Jean-Bernard nous en parlera tout à l'heure. On a des outils qui nous permettraient d'échanger au quotidien, parce qu'on se pose tous des questions sur le terrain. Donc voilà, quid d'un groupe de travail sur le patrimoine religieux? Est-ce que c'est à l'ordre du jour? En tout cas, je l'appelle de mes vœux. Voilà, merci de votre attention. Alors donc, là on a terminé dans les temps, mais on pourrait peut-être prendre 5 minutes de plus pour éventuellement avoir une ou deux réactions aux propos de Maïna, ou questions, ou je ne sais quoi. Alors avec la... Je vois rien du tout. Quelqu'un lève la main? Oui. Bonjour, Marie Ferret, région Pays de la Loire. Je vais témoigner de ce que nous faisons depuis 2020 parce qu'on a monté un groupe de recherche qui porte sur les tableaux conservés dans les églises et les cathédrales de la région, un peu sur le modèle de ce qui a été fait en Normandie il y a quelques années. Et pour... Vous étiez en contact avec Marion Sœur, peut-être à l'époque, c'est ça? Oui, tout à fait. C'était ma collègue et mon amie. Oui, oui. Bref. Je reprends mon fil. Donc, pour mettre en place cet inventaire et ce groupe de recherche, en fait, parce que ce n'est pas qu'un inventaire, nous nous sommes tournés vers d'autres compétences, donc effectivement, notamment les CAOA et la CRMH. Et on a mis en place une convention bipartite avec donc la CRMH et les CAOA, et même par endroits dans certains départements tripartite, je pense notamment au Maine-et-Loire, à la Mayenne ou à la Vendée, où on a aussi conventionné avec les structures départementales parce que les CAOA et CDAOA sont dans le giron des départements. C'est pas forcément toujours évident parce qu'il faut adapter une méthodologie. Nous avons la nôtre, chercheuses à l'inventaire. Les CAOA ne sont pas forcément raccord avec notre manière de fonctionner, mais on a réussi quand même à mettre en place un phasage d'études qui nous a permis de tous nous y retrouver et de créer, je crois, ce que
vous avez rappelé la chaîne patrimoniale, en fait, parce que c'était vraiment ça l'idée. C'est-à-dire qu'on a imposé un repérage exhaustif sur l'ensemble du territoire qui a été mené par les CAOA, les chercheurs, chercheuses et les conservateurs monuments historiques. Ensuite, là, nous sommes dans la phase étude qui s'adapte en fonction des attentes des CAOA et nos attentes à nous à l'inventaire. Mais l'objectif est bien sûr de faire une actualisation des protections, de présenter des tableaux en nombre pour de la restauration, etc., etc. Donc ce groupe de recherche, je pense, a la qualité d'associer des acteurs différents sous forme de convention à des fins justement de connaissance et de restauration de ce patrimoine peint. Vous saisissez dans Gertrude ? Et alors oui, pardon, tout à fait. En fait, nous sommes mis d'accord sur le fait que les CAOA allaient saisir dans Gertrude. Et par contre, il faut que l'on travaille au versement systématique et rapide dans POP des fiches Gertrude qui seront aussi saisies par les CAOA. Avec la référence inventaire ? Oui, tout à fait. Oui. D'accord, bravo. Encore une question. Pardon, bonjour, ce n'était pas une question, mais plutôt un retour d'expérience. Je suis Carole Stanitsky, je travaille au service d'inventaire du Pays Midi-Quercy en Tarn-et-Garonne. Le retour était sur justement la relation entre le service d'inventaire que nous avons depuis 20 ans maintenant sur le territoire et le CAOA de Tarn-et-Garonne, qui fonctionne très bien depuis 20 ans. Et c'était pour vous dire que c'est aussi une question de bon sens, d'une part, mais aussi de personne. Ça fonctionne bien avec cette personne-là. Et donc, quand nous étions sur Renable, il venait dans nos bureaux saisir dans Renable les objets mobiliers et nous nous occupions de l'architecture. Depuis que nous avons Gertrude, il saisit sous Gertrude sans aucun souci. Et ça fait 20 ans que ça dure et ça fonctionne très bien. Voilà. Merci pour ce témoignage. Je pense que le problème ne vient pas forcément des CAO, en l'occurrence. Je crois que là, on va terminer, à moins qu'il y ait encore une question, une intervention hyper importante là. Alors, Emmanuel Luis. Oui, juste un petit mot, Emmanuel Luis de la mission Inventaire, pour vous dire qu'on compte bien travailler à la mission, à la création d'un groupe de travail sur le patrimoine religieux en 2025. Les personnes intéressées peuvent me voir aujourd'hui ou m'envoyer un courriel en me faisant part des axes qu'ils aimeraient. Les inscriptions sont ouvertes, c'est ça? Oui, voilà, exactement. Allez-y, foncez. Parce que ce n'est pas uniquement pour les personnes qui travaillent sur le patrimoine mobilier, enfin les objets. Les personnes intéressées plus largement sur ces questions peuvent venir vers nous. Plus on sera nombreux, mieux ce sera. Pardon, Marceline, Judith Cagan. J'ai pendant 20 ans animé le réseau des CAOA et je suis maintenant responsable de la coordination des systèmes d'information patrimoniaux pour les monuments historiques et sites patrimoniaux. Je voudrais juste rappeler que depuis l'origine, et nous travaillons beaucoup avec la mission de l'inventaire, nous suivons le système descriptif de l'inventaire, et c'est maintenant le système descriptif inventaire MH dans les bases qui sont sous OpenTeso. C'est comme ça que c'est passé. On travaille avec nos collègues tous les jours, sans arrêt, sur la question des vocabulaires, sur la question de la méthode. Donc je pense qu'il faut dépasser ce cadre-là. Il faut juste avoir... Et la base Palissy, dans sa version MH, ne recense que les monuments historiques. Donc l'objectif n'est pas le même. Faire un inventaire complet patrimonial au sens où vous l'entendez, c'est pas l'outil, c'est pas l'outil que nous sommes en train de construire. Et nous avons besoin de cette complémentarité et on fait tout avec la mission de l'inventaire et avec tous nos collègues du service numérique pour arriver à avoir une fluidité de manière à avoir le recensement qui se passe dans un outil, regardez l'expérience aussi collectif-objet pour essayer de faire aussi du participatif, toujours basé sur des vocabulaires que nous partageons, et ensuite la partie monument historique, parce que c'est un aspect réglementaire de l'objet qui doit être identifié, qui passe dans un autre type d'outil, une autre application de gestion que nous sommes en train de refondre. Donc voilà, on a le même vocabulaire, on fait en sorte de partager ces mêmes méthodes. J'ai fait un travail sur l'histoire du vocabulaire de l'architecture dans l'anthologie de l'histoire de l'art que le Comité français d'histoire de l'art a publié cette année. Et à partir de cet article, j'ai proposé à mes collègues que nous fassions tous ensemble l'histoire des
base de données patrimoniale. C'est un numéro d'in situ qui vous sera proposé, j'espère, l'année prochaine pour travailler sur l'histoire de nos bases de données patrimoniales, musées, inventaires, archéologie et monuments historiques, parce que nous sommes à un tournant de l'ensemble de nos bases, parce qu'on est tous en train de fonder notre connaissance sur le système d'information géographique et qu'il est temps de se passer aussi du temps sur le fichier sanitaire des monuments historiques de 1975 ou les premières expériences de cartes, cartes perforées des années 70. Voilà, merci. Merci Judith, vous allez avoir le dernier mot. Donc je vais clôturer cette première partie de la journée, c'est fini. Je pense que là on ne va plus... Bon, vous pourrez évidemment échanger pendant la pause déjeuner. Je ne ferai pas de bilan de cette matinée, sauf pour dire que j'ai quand même ressenti un gros vague à l'âme, ceux des chercheurs qui sont tous très malheureux de ne pas être considérés comme des chercheurs à part entière. Voilà, l'université nous snob, machin nous snob. Juste un petit conseil, ne vous préoccupez pas de ce que pensent les autres. Je pense que vous êtes des chercheurs à part entière et je ne crois pas que quelqu'un irait avoir la mauvaise idée farfelue de venir vous dire le contraire. Bon appétit.